La barricade jaillit de la rue parisienne. C'est le premier geste d'une foule en colère. Les chaussées sont crevées, les pavés sont empilés. Palissades, arbres, réverbères s'accumulent. Chaque barricade voit naître ses chefs, ses soldats, ses cantinières, ses gavroches. Cela se termine le plus souvent dans le sang. À chaque génération, tout recommence. « 1830, le 26 juillet, le roi Charles X suspend la liberté de la presse, dissout la Chambre, modifie les élections. Il provoque 3 journées d'émeutes, les 3 glorieuses. 27 juillet, première manifestation, des comités s'organisent. 28 juillet, barricade dans Paris. Sur Notre-Dame flotte le drapeau tricolore. Il fait une chaleur de plus de 35 degrés. L'armée prend d'assaut les barricades. Le 29 juillet, les insurgés triomphent dans tout Paris. Une commission municipale déchoit Charles X et fait revenir le duc d'Orléans à Paris. Le 31 juillet, Lafayette le reçoit et l'embrasse sous le drapeau au balcon de l'hôtel de ville. La Chambre des députés l'appelle au trône sous le nom de Louis-Philippe Ier. Le drapeau tricolore remplace le drapeau blanc. Une toile de 2,60 m de haut sur 3,25 m de large. Une femme, torse nu, brandissant fusil et drapeau, franchit une barricade, entraînant avec elle 5 personnages armés. Au premier plan, 3 cadavres. À droite, un voltigeur du régiment suisse de la garde royale. Capote gris-bleu, ornement écarlate au collet, guêtres blanches et chaussures basses. Son shako est tombé. À côté, un cuirassier de la garde royale. Cuirasse, épaulettes blanches, gants de cuir clair. À gauche, un combattant mort à qui quelqu'un a volé son pantalon. Deux enfants. Celui de gauche est coiffé d'un bonnet de voltigeur de la garde nationale, milice que vient de dissoudre Charles X. Ses armes, un simple fleuret d'escrime et un pavé. Celui de droite brandit en criant des pistolets de cavalerie modèle 1816. Il porte une giberne de l'infanterie de la garde royale et la faluche, le béret de velours noir des étudiants du quartier latin. 3 hommes. Le premier porte un grand béret, le tablier protecteur du manufacturier et une banderole porte-sabre prise à un fantassin. Il lève un sabre des compagnies d'élite d'infanterie, modèle 1816, dit briquet.
À sa ceinture, un pistolet passé dans un grand mouchoir de Cholet, ancien signe de ralliement des Chouans. À son béret, la cocarde des partisans de Louis-Philippe. Le second tient un fusil à double canon, donc une arme de chasse. Il est coiffé d'un chapeau de forme. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un bourgeois. Le pantalon large et la ceinture rouge désignent un artisan, un chef d'atelier ou encore un compagnon. Le troisième homme est blessé. Son sang coule sur le pavé. Il s'appuie sur les mains et relève la tête vers la femme. Sa tenue est celle d'un paysan venu travailler à Paris comme manœuvre du bâtiment. La Liberté, seule femme du tableau, porte une ample jupe beige tenue à la taille par 2 tours d'une ceinture rouge flottante et une chemise blanche déchirée ou rabattue. Dans sa main gauche, un fusil de l'infanterie, modèle 1816, baïonnette au canon. Dans sa main droite, un drapeau tricolore. Né avec la Révolution française, le drapeau qui associait les 2 couleurs de Paris, bleu et rouge, au blanc de l'ancienne monarchie, était devenu dans le monde entier l'emblème de la liberté. Au cours des 3 Glorieuses, il est un enjeu majeur. Le visage de profil, la Liberté regarde derrière elle. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, coiffure de la Perse antique, adoptée à Rome par les esclaves affranchis, devient sous la Révolution française une coiffure officielle. C'est un des attributs de la liberté, puis de la République. À l'arrière-plan, une foule équipée d'armes diverses. Au milieu, un polytechnicien en bicorne. La barricade, peu élevée, est un empilement de gros pavés descellés de la chaussée et de madriers. Au pied des immeubles, au loin, un détachement de la garde royale en tenue de campagne. Plusieurs soldats sont en train de tirer. Au-dessus, les tours de Notre-Dame de Paris, un drapeau est planté au sommet. Delacroix a choisi la cathédrale plutôt que l'hôtel de ville. Au moment où il peint son tableau, son ami Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris. Chez le peintre comme chez le romancier, la cathédrale est le symbole du peuple, de sa révolte, de sa spontanéité. Plus tard, Victor Hugo écrit Les Misérables. Gavroche meurt sur les barricades après avoir nargué les soldats. La relation avec le personnage de Delacroix s'est faite d'elle-même. Paris, le 28 octobre 1830. J'attendais pour t'écrire, comme une vraie bête, que j'eusse quelque chose de favorable à t'annoncer au sujet de tes demandes, bon et cher frère. Ta bonne lettre m'avait fait un bien grand plaisir. Pour le spleen, il s'en va grâce au travail. J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade. Et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur. En juillet 1830, Delacroix assiste au combat. Avec Ingres, Deveria et d'autres artistes, il participe à la protection du musée du Louvre. Il a 33 ans, il est déjà célèbre. Au salon de 1822, sa barque de Dante a été achetée par Louis XVIII. En 1824, les massacres de Kyo ont été acquis par Charles X. En 1827, la mort de Sardanapale a fait scandale. Mais devenu roi, Louis-Philippe lui commandera de nombreuses toiles, comme la prise de Constantinople par les croisés. De la salle du Louvre où se trouve la Liberté, le visiteur peut apercevoir la victoire de Samothrace. Le geste et le drapé peint font écho au geste et au drapé de marbre. Même si Delacroix n'a pas pu connaître la statue entrée au musée en 1865, cette ressemblance n'est pas fortuite.
En 1820, la Grèce se soulève contre la domination turque. L'Europe romantique s'enflamme pour la cause grecque. Delacroix peint les massacres de Chio. Et tout en s'inspirant des drapés antiques, il accumule un grand nombre de dessins sur le thème grec. Il dessine les femmes souliotes qui se jetèrent dans le vide avec leurs enfants pour échapper aux Turcs. En 1827, il achève la Grèce sur les ruines de Missolonghi. Une femme au sein demi-nu se dresse sur des empilements de pierres. Après les émeutes parisiennes, croquis de visages, de costumes et de gestes appartiennent à la fois à l'insurrection grecque et aux barricades. Les deux thèmes ont fini par se fondre. Delacroix achève sa liberté au cours de l'hiver 1830 et la présente au Salon l'été suivant. A-t-on le droit de reprocher à M. Delacroix d'avoir jeté un ton citerne sur sa barricade? Il y était. L'auteur du massacre de Chio est resté cette année bien au-dessous de lui-même. La scène du 28 juillet est, selon moi, une assez mauvaise charge contre la liberté. Voilà bien la révolution telle que l'ont voulu faire les doctrinaires, c'est-à-dire un objet d'horreur et de dégoût. Ces hommes du peuple n'avaient pas tous sans doute des profils grecs. Leurs traits étaient grossiers, leurs vêtements troués et salis. Monsieur Delacroix a exagéré tout cela à plaisir. On a vu tous ces gens-là dans la rue. Et on les retrouve admirablement peints chez Monsieur Delacroix. Les héros de M. Delacroix sont faux et laids. Cette tête sans caractère, ce corps à demi nu, ce sein déformé dont les carnations sont flétries, ne répondent certainement ni à la pensée du peintre, ni à l'idée que nous avons de la liberté noble et généreuse qui a triomphé le 28 juillet. Et sa gorge qui est toute nue et toute sale, c'est pas mal indécent. Ah, Monsieur Delacroix, vous auriez dû débarbouiller votre enfant. Dieu, qu'elle est sale. Comment à sa jeune figure avez-vous joint une poitrine déjà toute souillée? La poitrine et les bras de la liberté sont d'un ton un peu sale, j'en conviens. Mais ce ton n'est pas sans finesse. Attaque ou louange ne se partagent pas entre droite et gauche. D'esprit plutôt aristocratique, Delacroix n'a rien de révolutionnaire, même s'il révolutionne la peinture. Des deux côtés, ce qu'on lui reproche surtout, c'est le réalisme de ses personnages et cette femme nue en pleine rue. En peinture, la nudité obéissait à des normes strictes. Les seins de la liberté, noircis par la poudre, et la discrète pilosité de son aisselle sont perçus comme des traits de mauvais goût. L'homme d'imagination, dans son travail pour élever le modèle jusqu'à l'idéal qu'il a conçu, fait aussi, malgré lui, des pas vers la vulgarité qui le presse et qu'il a sous l'œil. Je n'aime point la peinture raisonnable. Il faut, je le vois, que mon esprit brouillon s'agite, défasse, essaye de 100 manières, avant d'arriver au but dont le besoin me travaille dans chaque chose. Au salon de 1831, le ministère de l'Intérieur achète la liberté pour le musée du Luxembourg. 2 ans après, la liberté considérée comme un sujet trop politique est retirée du musée, puis restituée au peintre. 1848, le Louvre réclame la toile. 1852, Second Empire, jugé à nouveau subversif, le tableau est renvoyé aux réserves. 3 ans plus tard, il en sort pour l'exposition universelle. Delacroix le retouche à ce moment. Il assombrit peut-être le rouge écarlate du bonnet pour atténuer son aspect révolutionnaire. En 1863, Delacroix meurt dans sa maison de la rue de Fürstenberg. 11 ans après, la liberté est placée au Louvre. Delacroix travaillait vite, à l'aide de brosses assez larges. Les touches sont rapides et précises, souvent disposées en courbe. Elles renforcent l'aspect sinueux et tourbillonnant de la liberté.
À une certaine distance, la touche se fond dans l'ensemble, mais elle donne à la peinture un accent que le fondu des teintes ne peut produire. La facture est ferme, brutale et fouillée au premier plan du tableau. Zone la plus dramatique. Et dans les zones de tension du second plan. Le modelé s'estompe à l'arrière pour renforcer l'effet de profondeur. Une ligne toute seule n'a pas de signification. Il en faut une seconde pour lui donner de l'expression. La composition forme un triangle souligné par le bras dressé et la hampe du drapeau qui vient couper le cadre en son centre. Des successions de lignes obliques créent des rythmes saccadés. Pour obtenir une toile de cette dimension, il a fallu coudre 3 lais. Les coutures sont écaillées par endroits et très visibles sur le tableau. Les rayons X montrent que le support est une toile grosse et irrégulière. 14 fils de chaîne et 11 fils de trame au centimètre carré. Les rayons X montrent aussi plusieurs repentirs. Dans une première version, Delacroix avait peint la liberté de face. La robe était plus ample et s'évasait à gauche, accentuant le déhanchement. Des couches de peinture épaisse montrent que le gamin, d'abord très proche de la liberté, a été repoussé vers la droite. On distingue aussi des modifications de contour du gilet et des bras. Sur un fond clair qui varie du beige au gris pâle, Delacroix a d'abord brossé une ébauche avec un pigment brun, résineux, puis mis ses couleurs en place. L'analyse microscopique montre 3 sortes de matières picturales. Première sorte, une couche épaisse renforce l'ébauche et seuls quelques minces surpeints précisent un relief ou un drapé. Deuxième sorte, les couleurs sombres. Le peintre les traite en glacis brun, en partie opacifié. Troisième sorte, certaines couleurs longuement remaniées. Le bonnet de la liberté montre la couche claire de la préparation, une épaisse couche jaunâtre, une couche rouge, une couche beige rougeâtre, une couche violacée à grains bleus, une couche jaunâtre à grains rouges, un glacier orangé, une couche de vernis. Les analyses ont décelé de petites quantités de cadmium. Or, le jaune de cadmium n'est apparu que plus de 20 ans après l'achèvement du tableau. Delacroix procéda en effet à des retouches lorsqu'il récupéra un temps sa toile. Delacroix est influencé par Véronèse, Rubens et Turner. Il fabrique des gammes très riches de gris colorés à partir de quelques pigments seulement. L'ennemi de toute teinte est le gris. Ces couleurs rabattues sont toujours plus proches du sombre que du clair. Le peintre joue d'abord sur les oppositions de clarté. Dans une même zone, il alterne et oppose les successions de clair et d'obscur. La partie supérieure droite, claire, s'oppose à la partie inférieure gauche, sombre.
et à l'intérieur de chacune de ces parties, des zones sombres ou claires renforcent encore les contrastes. Le clair-obscur donne la saillie par la disposition des ombres et des clairs mis en relation avec le fond. Le peintre joue aussi avec des contrastes brutaux de couleurs. Dans chaque zone, il multiplie et oppose les couleurs, et en particulier les complémentaires. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Voisines, elles forment le plus grand contraste chromatique possible. Mélangées, elles donnent un gris neutre. En jouant sur un petit nombre de couleurs complémentaires et sur de légères variations autour de ces couleurs, le peintre peut donc obtenir une grande variété de teintes. Au sommet de la composition, les plus grandes surfaces de couleurs vives, le rouge et le bleu, situées aux deux extrémités du spectre, sont très opposées mais pas exactement complémentaires. Par contre, pour les renforcer, Delacroix les peint sur des fonds complémentaires. Le rouge-orangé du drapeau se détache sur un ciel teinté de bleu-vert, tandis que le bleu est peint près d'un blanc chaud, teinté d'orange et de rouge. Pendant l'émeute, Alexandre Dumas rencontre Delacroix. Le peintre lui dit son émotion à voir flotter le drapeau sur Notre-Dame. Le thème se répercutera sur toute la toile. Drapeau de la liberté, drapeau sur Notre-Dame, ciel bleu, blanc, rouge, fanion, cocarde, ou encore rencontres aléatoires des trois couleurs. La gamme bleu-blanc-rouge ne date pas du drapeau tricolore. Elle était déjà celle de peintres français du XVIIe siècle comme La Hire et du XVIIIe siècle comme Fragonard ou Regnault. Le thème du drapeau dressé au-dessus des combats deviendra l'un des poncifs de la peinture patriotique. Le rouge clair et le bleu sombre, séparés par une plage de blanc, créent une violente perturbation chromatique difficile à accorder au reste du tableau. C'est un défi esthétique que relèveront les peintres impressionnistes. Dans le tiers inférieur du tableau, le monde des morts, sinueux, sombre, proche de la terre. Les cadavres eux-mêmes font barricade. Au-dessus, les vivants, tourbillonnants, clairs, dressés sur le ciel. Ils sont prêts à franchir l'espace des morts. Le blessé se situe à la frontière entre les deux mondes. Delacroix, qui admirait le radeau de la Méduse de Géricault, a imité sa composition en triangle et sa violence macabre. Comme s'il avait pressenti que, placés un jour dans la même salle, les deux tableaux continueraient à dialoguer. Il a peint lui aussi au premier plan un Hector, figure classique d'atelier, inspiré par l'épisode de l'Iliade où Achille traîne derrière son char le corps de son ennemi. Dans ce contexte, l'image représente la brutalité des combats, le malheur des vaincus. L'homme au sabre, monarchiste libéral. L'homme au chapeau, futur radical de 1848. L'homme blessé, paysan devenu ouvrier. Les Gavroches, vagabonds émeutiers. Le polytechnicien, seul bourgeois, situé très en retrait, forment un condensé allégorique de l'insurrection populaire. La liberté guidant le peuple relève d'une tradition picturale ancienne, l'allégorie. Un objet ou un personnage sont pris comme symbole afin d'exprimer une idée. La femme armée, guerrière et protectrice apparaît souvent dans l'histoire. Déesse antique comme Athéna, ou bien figure de la religion, de la paix, de la victoire. Ces images ressurgissent sous la Révolution française avec la liberté ou la raison,
qui deviennent des sortes de déesses, des femmes messies. En même temps qu'il donne une allure guerrière à sa liberté, le peintre la dénude. La femme nue, objet de séduction érotique, se dresse au-dessus du charnier. Comme dans tant d'autres tableaux de Delacroix, l'érotisme est lié à la mort. Partant d'un sujet moderne, la barricade de 1830, Delacroix invente une allégorie au sens multiple. La scène historique qui rassemble et condense tant d'éléments symboliques témoigne d'une nouvelle forme de sacré. La terre s'oppose au ciel, le sombre au clair, le bleu au rouge. Les accessoires antiques à valeur permanente, drapés grecs, bonnets phrygiens, aux objets modernes, drapeaux, fusils. Mais toutes ces oppositions ramènent à une opposition fondamentale, celle des morts sacrifiés et des vivants triomphants.